Au début du XXe siècle, 10% de la population mondiale vivait en ville. Actuellement, c'est la grande majorité de la population mondiale et dans les continents les plus développés, c'est 3/4 de la population. Donc en fait, mondialisation est urbanisation et donc c'est et les villes qui produisent les grands défis, mais c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut essayer de les résoudre. Moi, je suis un défenseur et un activiste pour le Global Parliament of Mayors, entre autres, c'est-à-dire c'est d'avoir une expression des villes au niveau mondial et planétaire. C'est-à-dire pourquoi ce n'est que des organisations internationales ou bien des dirigeants de pays qui seraient à même à discuter, à arranger, disons, la gestion de la planète. Tandis qu'en réalité, la planète est devenue un réseau de villes, des grandes métropoles qui sont reliées entre eux, un espace de flux, et donc en réalité, on ne pourra pas, sans une politique urbaine, résoudre toutes ces questions. Oui, je pense que, disons, il y a 3 grands défis planétaires qui se posent partout, dont le premier est sûrement notre rapport à la nature. Et dont le défi climatique, naturellement, est le plus visible, mais la question de la biodiversité, la question des ressources, la question du recyclage est aussi important en réalité, c'est-à-dire nous avons considéré dans l'ère industrielle productiviste la nature comme une ressource, et une ressource qui allait se reproduire elle-même, et ça, ce n'est pas le cas. Et donc actuellement, on est devant des grands défis systémiques, que j'appelle systémiques dans la mesure où si on ne fait rien, si on ne change pas nos propres modes de production et nos propres modes de vie, on va passer des tipping points, on va passer, disons, du basculement, un basculement systémique qui vont nous faire arriver à un autre état. Et donc le changement climatique, c'est pas seulement le réchauffement, c'est aussi vraiment un changement climatique, c'est un changement des contextes dans lesquels on va devoir s'alimenter, devoir se reproduire, etc. Et c'est des éléments absolument sous-estimés actuellement. Et si on fait rien, et moi je considère qu'on fait rien, c'est-à-dire 20 années après Kyoto, il y a plus d'émissions qu'avant. Et donc, en réalité, tous les documents signés actuellement ne mènent pas vraiment à un changement de politique et à un changement d'attitude. Pour les villes, c'est la question de qualité de l'air, c'est la question des fils, c'est la question de la mobilité, c'est la question de la convivialité. Et donc, en fait, ce n'est pas les grands principes, ce n'est pas une idéologie pour les villes. Chaque maire est confronté, s'il veut tenir sa ville viable, à faire des choses au niveau du changement de mode de mobilité, au niveau de la qualité de l'air, au niveau du réchauffement aussi, et donc disons de la gestion de la chaleur, des eaux, etc. Et donc toutes ces questions-là sont des questions, disons, de gestion pragmatique et immédiate dans les villes. Tout le monde connaît les chiffres. Le 1%, 80% de nos richesses sont entre les mains de moins de 10% de la population. 70% de la population mondiale vit sur 3% des richesses, et donc c'est une question éthique, c'est une question d'inégalité profonde, mais ça devient vraiment une crise économique. Donc moi je crois qu'elle est même plus menaçante que le changement climatique ou le défi climatique. C'est-à-dire, dans une économie privatisée à ce point, en réalité, tout devient spéculation, devient financier, il y a trop d'argent, en fait, pour les investissements productifs dont on a besoin. Et donc, il y a beaucoup d'argent spéculatif qui a mené, par exemple, à la crise des banques, à une instabilité financière très profonde parce qu'on vit dans un système de crédit. Et en fait, ce système de crédit est tout à fait instable aussi. Et donc, à ce niveau-là, pour des raisons, disons, sociales, mais aussi pour des raisons économiques et de stabilité du système, nous devons absolument redistribuer les richesses. La sociologie, la géographie sociale des villes est très matérielle, c'est-à-dire les pauvres vivent dans la ville, dans des quartiers pauvres. Si on veut tenir les villes ensemble, là les maires ont aussi, disons, l'obligation de redistribuer. Alors redistribuer pas seulement selon la méthode classique, disons, de taxer les riches pour redistribuer aux pauvres ou aux plus pauvres, mais ce qu'on voit, c'est que
disons, la convivialité est aussi portée par ce qu'on appelle le commun. Et donc, il y a de plus en plus d'initiatives de partage de biens, de partage d'outillage, etc. Et donc, la ville est aussi porteuse, disons, de ces alternatives d'une solidarité plus directe et immédiate où la réciprocité fonctionne. Et c'est à ce niveau-là, je pense que, disons, la réalité urbaine est plus à même aussi de réinstaller, de réinventer une collaboration et une solidarité entre les différentes couches sociales. Et de nouveau, les villes, les maires sont, comment dire, obligés même d'aller dans ce sens. Hein. À Bruxelles, Molenbeek est à un demi-kilomètre de la Grande Place. Si on fait rien, si on n'investit pas à Molenbeek, les touristes ne vont plus continuer à venir visiter la Grande Place. C'est-à-dire, il faut aider, il faut pacifier, il faut intervenir dans les quartiers pauvres si on veut maintenir l'économie urbaine pour les visiteurs, les usagers, etc. Et donc, tout cela se tient. Toutes les villes sont devenues super diverses. Il n'y a plus aucune communauté de référence. Et donc l'ancienne idée du 19e siècle de faire pays ensemble par le biais de la communauté, par le biais, disons, de une culture, une langue, une tradition, une histoire sur lesquelles tout le monde devrait s'unir et que donc les nouveaux arrivants, soit les immigrés mais aussi les bébés, disons, doivent d'abord apprendre le communautaire avant de devenir citoyens de la société. Cela ne marche plus. C'est-à-dire une ville, et notre ville ici à Bruxelles est le plus beau exemple de cela, où 3/4 de la population n'a plus de référence, ou n'a pas de référence belgo-belge, des origines étrangères, et où les communautés de souche autochtones se sont dédoublées pour avoir 2 modèles de socialisation tout à fait différents, segmentés et parallèles. Et donc, ce qu'on voit à Bruxelles, par exemple, et c'est mes études sur Bruxelles qui m'ont appris cela, que faire ville ensemble est autre chose de se communautariser. Et que donc l'institutionnel actuellement dans notre ville n'est pas assez urbain. Et pour faire société urbaine, nous devons devenir post-communautaire, post-national, post-identitaire. D'une certaine façon, nous devons faire société, c'est faire des ponts. C'est entre deux, c'est interreligieux, interculturel, interlinguistique. Et c'est à cet endroit-là que se construit la société. Et pour cela, dans le cadre aussi de cette conférence-ci, disons, l'éducation doit être repensée totalement. C'est-à-dire, l'éducation ne dépend plus d'une histoire commune, d'une histoire nationale, d'une identité. Non, l'éducation dépend, ou la socialisation dépend d'un destin commun, d'un futur. Et en ça, ce que je vais développer, c'est justement une ville n'est pas un pays. On construit un pays sur une histoire partagée, on construit une ville sur un futur partagé, et c'est un tout autre projet de carte mentale, de pédagogie, de documentation, et en ça, l'urbanité est radicalement autre chose que la nationalité.